Madame, Messieurs, c'est encore toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre livraison environnementale Vert TV. Nous allons devoir parler aujourd'hui des enjeux et des défis de la conservation de l'environnement de façon générale, mais des forêts également de façon particulière. Et pour en parler, nous recevons dans cette émission M. Descartes Mpongue. Monsieur Descartes, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Alors, si nous devons parler de M. Descartes, que dirons-nous? Qui est M. Descartes Mpongue? Ça c'est une question un peu compliquée, hein, mais moi je peux juste à l'intention des auditeurs ou bien des téléspectateurs dire que je suis expert en environnement. J'ai un diplôme de Master 2 en droit international de l'environnement. J'ai un parcours de plusieurs années au niveau de la société civile et aujourd'hui aux Nations Unies et dans d'autres organisations internationales. Tout à fait. Donc nous avons affaire à un expert qui s'y connaît dans les questions des défis ou encore des enjeux également de la conservation de notre environnement. Monsieur Descartes, aujourd'hui les questions environnementales se sont inscrites au cœur de débats politiques, économiques, culturels avec des enjeux considérables. Mais pourquoi aujourd'hui c'est sur tous les toits, si on peut dire ainsi, les questions de l'environnement? Pourquoi cet intérêt sur les questions environnementales? Oui, effectivement, comme vous le savez, l'environnement, c'est un bien international. Et pour les gens qui ont étudié le droit international ou bien le droit public, ils savent que les États sont souverains. Mais en matière d'environnement, il y a des atténuations, donc il y a des exceptions. Donc c'est l'unique domaine où les États, la souveraineté des États est mise en jeu. C'est-à-dire quoi? C'est que aujourd'hui, l'État ne peut plus se prévaloir d'être souverain par rapport à telle ou telle autre attitude. Je prends l'exemple de Kinshasa qui est proche de Brazzaville. Lorsque Kinshasa veut mettre en place un grand projet qui peut avoir des impacts jusqu'à Brazzaville, Kinshasa a un certain nombre d'obligations à respecter. Et là, à un certain niveau, Kinshasa ne peut plus se comporter pour certaines questions comme un pays souverain. Par exemple, aujourd'hui, nous avons l'uranium qui est dans le sol congolais. Mais Kinshasa n'a pas la possibilité de décider si l'uranium qui est à Chinkolobwe. Donc, l'environnement, c'est le seul secteur qui amène un peu des atténuations ou bien des dérogations sur les principes comme la souveraineté étatique. Mais parce que c'est un bien universel, les questions environnementales, parce que par votre attitude au Congo, vous pouvez impacter négativement les autres nations ou bien le monde entier. Mais aussi par votre potentialité en termes de ressources, les autres États en profitent. Voilà le discours de la diplomatie environnementale aujourd'hui de la RDC qui se dit pays solution, pays solution. Pourquoi solution? Parce qu'on sait qu'avec les ressources que nous avons en République démocratique du Congo, notamment les forêts, notamment les minéraux qui participent à la transition énergétique, les autres pays du monde peuvent en profiter ou bien en profitent déjà. Voilà pourquoi l'environnement, c'est un secteur qui devrait intéresser tout le monde. Et la protection de l'environnement intéresserait déjà, mérite de nous intéresser nous tous. Merci. Alors, il est dit aujourd'hui qu'aucun projet ne peut se réaliser sans une étude d'impact environnemental. Pourquoi cette quintessence de l'étude d'impact environnemental? Alors, dans le secteur des projets, généralement, il y a beaucoup de politiques, beaucoup d'institutions, beaucoup de pays qui ont développé des politiques en matière des impacts environnementaux et sociaux. Voilà pourquoi on s'est dit, par exemple, pour la Banque mondiale, pour l'Union européenne, l'Union africaine, on classe souvent les projets suivant 3 catégories. Les projets de catégorie A, B et C. Donc, ça dépend de la capacité ou bien de la potentialité de produire, de la possibilité de produire les impacts sur l'environnement. Par exemple, le secteur minier rentre dans la qualification de projets de catégorie 1 parce que le secteur minier, que vous le vouliez ou pas, a des impacts négatifs sur l'environnement. C'est d'ailleurs toute exploitation des ressources naturelles. Exact. Non, pas toute exploitation. Il y a des projets qui ont. Et pour ces projets de catégorie A, ça demande une étude d'impact environnemental préalable. Donc, avant de mettre en œuvre ces projets, vous devez effectuer une étude d'impact environnemental et social pour ces projets-là. Même les codes miniers. Donc, comme on n'a pas assez de temps,
C'est-à-dire, on exige la législation congolaise sur la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'environnement, la loi congolaise, la loi minière, donc les codes miniers, les règlements miniers, les codes forestiers, demandent à ce que l'on puisse réaliser les études d'impact environnemental et social. Et l'État il y a même des structures étatiques qui ont été mises en place. Et il y a beaucoup de principes qui entrent en jeu par rapport à ces études en termes de consultation de la population, en termes d'obtention de leur consentement libre, informé et préalable par rapport à ces impacts. C'est tout un processus. Peut-être la prochaine émission s'apportera sur ça. Ok, alors M. Descartes Mpongue, quels sont aujourd'hui les enjeux? Commençons par les enjeux de la conservation de notre environnement. Vous l'avez dit, RDC Pays Solutions, mais les enjeux sont lesquels aujourd'hui? Alors, moi, je préfère qu'on aborde effectivement sur le plan des différents types de ressources que nous avons. Par exemple, il y a les ressources aquatiques, hein, donc les ressources, l'eau. Hein, les eaux, nous avons une forte quantité d'eau qui peut servir la RDC et les autres pays voisins, y compris même l'Afrique. Il y a les ressources forestières qui servent déjà le monde entier. Il y a les ressources minières. Aujourd'hui, vous savez, c'est qu'il y a la dynamique de la transition énergétique et les yeux sont braqués, entre autres, en RDC par rapport au cobalt, dont nous sommes les premiers pays qui détiennent la grande réserve de cobalt, mais aussi les autres minéraux de transition. C'est-à-dire, les enjeux seraient, par exemple, sur le plan de la forêt. Bon, pour les gens qui ont suivi le processus avec la Convention cadre sur les changements climatiques, il y a d'abord récemment à Cali, en Indonésie, en Colombie, on vient de tenir la COP 16. Et il y a une victoire, oui, il y a une victoire importante qui vient de là parce qu'on reconnaît quand même qu'il y a les peuples autochtones qui ont conservé, les peuples autochtones et les communautés locales, qui ont conservé toute la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ou bien les systèmes de parcs nationaux, ou bien des aires protégées, on pensait qu'on a limité les droits d'accès aux communautés, ou bien que ces animaux-là ont vécu depuis des décennies avec ces communautés, et ces communautés ont des coutumes et des pratiques qui aident à conserver, à protéger ces espèces-là. Donc, on reconnaît quand même que les communautés locales et les peuples autochtones désormais auront un droit à la parole, un droit décisionnel au niveau de la COP. Donc, ça, c'est au niveau forestier. Donc, il y a tous ces processus dans lesquels la RDC s'est engagée, les processus RED, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de dynamiques. Et aujourd'hui, la RDC est en train de développer, grâce à l'appui aussi avec l'accompagnement du PNID, les marchés carbone. C'est-à-dire, on voit ceux qui polluent dans leur pays, je parle en des termes simples pour que les communautés qui nous suivent puissent comprendre, les gens qui polluent dans leur pays ou bien les entreprises qui polluent puissent venir acheter les crédits carbone en République démocratique du Congo, par exemple. Parce que nous disposons d'énormes potentialités en ressources forestières. Mais malheureusement, par rapport à ça, c'est un long processus. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à vendre les crédits carbone de manière automatique. Donc, c'est un long processus. Il y a beaucoup de préalables, beaucoup d'étapes encore qu'il faut franchir parce que là, nous sommes dans les marchés volontaires. Sur le plan minier, nous avons le cobalt, je le disais, qui est recherché. Et malheureusement, le cobalt ne nous appartient plus parce que la grande partie des concessions minières qui disposent de cobalt appartiennent déjà aux entreprises, principalement les entreprises chinoises. Et ce qu'il faut relever, peut-être je vais revenir sur ça, toutes ces anciennes, la plupart de ces entreprises ont appartenu à l'époque, hein, si je fais une analyse géostratégique, aux Européens, aux Américains, qui ont vendu aux Chinois. Maintenant, aujourd'hui, il y a sous forme des enjeux géostratégiques où les autres voudraient accéder aussi au cobalt congolais. Et donc, la RDC peut profiter de cette forte demande et projeter du cobalt pour capter beaucoup d'argent, mais aussi pour accomplir son agenda en matière de développement du pays. Ce qui est important, c'est que le secrétaire général, à ce niveau, j'atterris, le secrétaire général des Nations Unies a mis en place un panel des experts du monde constitués de la société civile, du gouvernement et des autres scientifiques et des entreprises. Et ce panel, par rapport aux minéraux de transition, minéraux critiques, et ce panel a formulé 5 recommandations et a mis en exergue 7 principes. Ces principes-là qui doivent être respectés
dans la chaîne de production des minéraux qui entrent dans la transition énergétique. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de vulgariser ces principes-là et que la société civile fasse le travail de monitoring, de suivi pour voir comment les parties prenantes impliquées dans la transition énergétique essaient un peu de respecter ces principes. Mais par rapport, par exemple, à des ressources comme l'eau, il y a eu un débat à un certain moment, on veut délocaliser l'eau de la rivière Ubangui. Pour les transférer au niveau du lac Tchad. Oui, c'est un débat où la RDC peut, à un certain moment, au niveau de la solidarité, parce que le droit international de l'environnement a beaucoup de principes. Hein, et lorsque vous adhérez à une convention, lorsque vous ratifiez une convention, un traité, il faut vous mettre en tête qu'à un certain moment, on doit être à mesure d'abandonner une partie de votre souveraineté, ainsi de suite. Donc, la RDC peut ne doit pas éviter ce débat. La RDC ne devrait pas éviter ce débat-là si la problématique du transfèrement ou non de l'Ubangui, par exemple. La problématique de la construction de Inga 3. Lorsqu'on construit l'Inga 3, ça va permettre à l'État de satisfaire ses besoins en termes d'énergie, mais aussi les autres pays. Mais il y aura aussi des impacts qui viendront avec ces projets et c'est là où il faut équilibrer. Est-ce que l'Inga 3 aujourd'hui est intéressant? C'est un projet intéressant ou pas? Parce qu'on risque de construire, de résoudre un problème d'énergie, d'accès à l'énergie, mais on crée un problème avec les autres questions, l'impact sur l'écologie, les espèces aquatiques et marines. Les solutions d'aujourd'hui peuvent être les problèmes de demain. Exact, c'est tout ça. Malheureusement, je constate qu'il y a des décisions qui sont prises sans des études vraiment préalables. Et lorsqu'il y a les scientifiques, comme on dit. Lorsqu'il y a des études qui sont commanditées, malheureusement, ce sont des études qui font des routines de copier-coller. Il n'y a pas une expertise ou bien une volonté interne de vérifier les résultats ou bien les livrables de toutes ces études. Alors, on dit aujourd'hui que l'eau, c'est un bien économique, une ressource économique. Mais comment la RDC, par rapport aux enjeux liés à l'eau, peut se retrouver dans le cadre de fonds qui peuvent lui être disponibles par rapport à cette ressource eau? Aujourd'hui, le débat sur la lutte contre le changement climatique, on encourage, ou bien sur la transition énergétique, on encourage les États ou bien les pays, et les acteurs, les parties prenantes à abandonner les énergies fossiles, les énergies qui polluent, qui dégagent les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça le débat. Et la solution, parmi les solutions, les énergies, les types d'énergie propres qui sont moins polluantes, je préfère parce que... Il n'y a pas de pollution zéro. Non, oui, moins polluantes, il y a les centrales hydroélectriques. Même s'il y a récemment une étude, je ne sais pas si c'est de Bloomberg ou bien d'une université qui a montré que même les centrales hydroélectriques dégagent un certain nombre de gaz à effet de serre, donc émettent aussi des gaz à effet de serre. Donc, il y a des huiles qui sont utilisées. Exact. Donc c'est un peu ça. Alors, la RDC peut capitaliser la quantité de réserves qu'il y a, la possibilité des centrales de faire des micro-barrages dans nos villes, mais aussi dans nos villages. Et il y a des exemples qui ont déjà réussi. Donc, on peut mettre en place un programme d'installation de centrales hydroélectriques partout en République démocratique du Congo. Il y a cette possibilité. Et il y a une organisation, je sais que Ressources Matters, une organisation belge, de droit belge, et avec ses partenaires au niveau de la RDC, a déjà réussi à faire la cartographie, y compris la SNEL. La SNEL a au moins une cartographie de où est-ce qu'on peut construire une centrale hydroélectrique. Ils étaient venus de plusieurs horizons, ce jeunes engagés pour la cause du climat, réunis du 4 au 6 novembre 2024 dans la salle Garamba à Kinshasa, au cours du forum de jeunes sur le climat FOGEC 4. Il a fermé ses portes le 6 novembre 2024
Après avoir sensibilisé et éduqué les jeunes sur l'environnement lors des différents panels organisés pendant 3 jours sous la supervision de la dynamique de jeunes pour le développement durable (DIJED). Pour la dernière journée, le débat s'est concentré sur la place de jeunes dans les instances décisionnelles en matière de politique climatique. Les participants ont mis en avant leur désir d'être davantage représentés et écoutés dans les décisions qui impactent leur avenir. Nous avons vu les jeunes venir participer en grand nombre. Ça, c'est un élément positif que nous avions noté. Et un autre élément positif que nous avions noté, c'est l'engouement des jeunes et la détermination des jeunes. Parce qu'il a même plus le deuxième jour, mais nous avons été surpris qu'il y avait un grand nombre de jeunes qui sont venus pour participer. Ça prouve déjà que le sujet les intéressait, car la question de l'environnement intéresse tout le monde. Parmi les résultats, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes encore satisfaits parce que nous sortons avec une feuille de route qui va permettre à ce que la DIJED travaille pendant 2025 et 2026 avec une feuille de route claire, avec des actions de manière un peu plus concrète pour atteindre ce que nous avions comme objectif assigné. Parce que si vous n'avez pas une feuille de route, c'est difficile de savoir. La feuille de route constitue pour nous comme un carnet de bord. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des jeunes ici dans la salle qui ne savaient même pas qu'est-ce que le changement climatique. Vous imaginez, alors qu'ils sont à l'université, alors que nous pensons qu'ils avaient quand même des informations. Et nous nous sommes rendus compte que ces panels-là valaient la peine. Parce qu'il y avait suffisamment des informations qui devaient être renforcées pour la conservation, suffisamment des informations qui devaient être renforcées sur l'économie du climat, suffisamment des informations qui devaient se renforcer sur le financement. Et tous ces panels, mais le moment fort qui nous a vraiment fait du bien, c'est les deux moments où les jeunes ont présenté des initiatives. Nous avons vu des initiatives des jeunes et nous sommes rendus compte qu'il y avait un grand travail que nous devons faire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont présenté des initiatives et certains n'ont même pas pu les présenter faute de temps et qui n'ont pas eu de possibilité aussi de venir. Et l'autre temps fort qui nous a aussi marqué, c'est lorsque nous sommes arrivés au panel financement. Parce que les jeunes attendaient ce moment-là pour comprendre en réalité qu'est-ce qui fait que même lorsque nous avons un projet, on ne sait pas accéder au fonds. Quelles sont les conditions, quelles sont les réalités qui font à ce que nous avons des financements et nous avons des projets, je disais, mais nous ne sommes pas financés. Donc, je crois que ça a été une réponse à plusieurs questions de jeunes et ce sont ces jeunes-là qui ont même dit qu'ils étaient satisfaits par rapport à cela. Et nous, comme organisateurs de cette 4e édition du Forum des jeunes, nous sommes en train d'y travailler, mais pour cette 4e édition, je crois qu'on est à plus de 70% de réussite pour nous. Peut-être le 30% pour nous va seulement au niveau le nombre de jeunes qu'on attendait. Nous entendons un grand nombre de jeunes pour passer toutes ces informations. Mais nous sommes en train d'y travailler pour voir comment, avec les amis de IRI, avec les amis de Petits Air, Saint-Air, tous ceux qui nous ont accompagnés, GTSR et le reste, comment bypasser cette problématique. Parce que nous sommes en train de réfléchir. Nous devons atteindre des milliers et des milliers de jeunes pour cette question de sensibilisation. Je vous dis que la plupart des jeunes pensent que la question climatique ou les inondations ne sont que des conséquences peut-être de Dieu qui est en train de nous frapper. Ils ne voient pas la part de notre gestion quotidienne de la cité. Et ça, c'est un travail que nous devons faire. Je pense que les jeunes de la cité ou les autres jeunes peuvent mieux écouter les jeunes que les adultes. Alors, allons-y vers ces jeunes-là, c'est le travail que nous allons faire. Les échanges ont révélé l'importance d'intégrer le jeune dans le processus de gouvernance climatique pour faire face aux défis de l'environnement avec des perspectives nouvelles et une énergie renouvelée. Les panélistes ont aussi souligné les besoins d'une meilleure formation de jeunes pour le préparer à ses responsabilités. Nos impressions, c'est vraiment un cadre idéal pour sensibiliser les jeunes. C'est un cadre idéal pour former les jeunes et c'est aussi un cadre idéal pour pousser les jeunes à s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Le responsabiliser, d'avoir des initiatives capables pouvant améliorer tant soit peu cette crise mondiale qui pointe à l'horizon et qui se manifeste de plusieurs manières.
Par exemple, pour la ville de Kinshasa, nous avons des inondations qui sont liées au changement climatique. Nous avons des fortes chaleurs. Ceux qui sont, par exemple, dans des zones côtières, ils sentent ça facilement. Donc, c'est un peu ça pour nous. C'est un cadre aussi pédagogique parce que ça ouvre aux jeunes, ça responsabilise les jeunes à prendre conscience de ce que le monde attend d'eux, surtout dans des actions concrètes que DIGED est en train de planifier pour mener en synergie toutes les organisations qui sont à son sein, de réaliser des activités qui sont palpables et surtout d'accompagner les structures à avoir des projets bancables et réalisables. La jeunesse est une force qui est capable de renverser la tendance de la déforestation. Alors nous sommes là et nous avons accompagné ces forums pour promouvoir la participation des jeunes à tous les organes de prise de décision prévus par les cadres légaux, dont le code forestier, les codes fonciers en cours de révision, la loi sur l'aménagement du territoire et tant d'autres lois qui peuvent faire que la présence des jeunes dans ces organes puisse impacter sur la déforestation qui est l'une des causes du changement climatique. Les jeunes font face normalement au manque de financement. J'espère que le coordonnateur de DIGED a parlé ici. Nous avons des jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'on peut dire quand on parle de financement, on voit qu'il y a les ONG, mais nous avons des jeunes entrepreneurs qui militent pour la lutte contre le changement climatique. Il y a un jeune qui a exposé sur les outils qui utilisent l'énergie en lieu et place des bois de chauffe, par exemple pour la stérilisation des matériels dans des milieux matériels médicaux, dans les milieux ruraux. Il y a aussi quelques produits ou bien un produit qu'il a présenté pour la fabrication des chukwang qui réduit la quantité de bois de chauffe utilisés dans la préparation de ces chukwang. Ce sont des entrepreneurs, mais ils sont butés au moyen d'accès au financement pour la promotion de leurs produits. Donc, ce sont des initiatives que le gouvernement, que le partenaire doivent soutenir pour que ces jeunes puissent contribuer avec leurs initiatives à la lutte contre le changement climatique. Comme il en est des coutumes dans de pareilles circonstances, les jeunes réunis au cours de ces forums ont formulé des recommandations qui vont dans le sens de la création des plateformes d'échange pour leur participation aux discussions climatiques et au lancement des programmes de mentorat pour renforcer leurs capacités en matière de gouvernance environnementale. Ces propositions visent à garantir à la jeunesse congolaise de jouer un rôle concret dans la lutte contre les changements climatiques. Moi, déjà, le message que je vais leur dire, c'est de toujours s'informer, d'être formé pour participer à cette situation. Parce que si nous n'avons pas des informations, si nous ne sommes pas aussi formés, donc les jeunes ne vont rien faire. Alors moi, étant que jeune, je vais encore conseiller aux jeunes de se former, de toujours descendre sur les terrains, d'avoir des informations parce que les informations nous rendent encore plus forts. Ainsi, la 4e édition du FOGEC marque un tournant sur l'engagement de jeunes dans la gouvernance environnementale en République démocratique du Congo. Paris gagné donc pour la DIGED et rendez-vous pris en 2025 pour la 5e édition du FOGEC. L'environnement, c'est notre bien à nous tous, nous devons nous l'approprier. Voilà les credos de M. Descartes. Et la protéger également. C'est ça les credos de M. Descartes. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt pour d'autres aventures environnementales et de développement durable pour la RDC, notre pays, et pour la planète tout entière parce que ce que nous faisons ici en République démocratique du Congo a des répercussions ailleurs à travers le monde. Au revoir et à très bientôt.